médias. Philippe Vandel. Le pronostic gagnant du président de la République Emmanuel Macron pour France-Pologne, ça a été très remarqué. 3-1 avec un but de Mbappé, un de Giroud et un but de Lewandowski pour la Pologne. C'est une déclaration faite au journal Le Parisien dans l'avion présidentiel à son nouveau patron. Mais comment le journal a-t-il réussi à obtenir cette confidence qui a fait parler tout le week-end ? Réponse dans quelques instants. Le Parisien aujourd'hui en France, c'est 22 millions de lecteurs chaque mois. Premier quotidien en vente au numéro, une diffusion orientée à la hausse. 256 000 exemplaires chaque jour et 80 000 abonnés au numérique. Sachant qu'en 2018, le Parisien en comptait seulement 9 000. De 9 000, ils sont passés à 80 000. Des chiffres qui font plaisir en cette période difficile pour la presse et spécialement pour la presse papier. Depuis le 1er septembre 2022, donc depuis le 1er septembre, le Parisien aujourd'hui en France a un nouveau directeur des rédactions. Bonjour Nicolas Charbonneau. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste ce nouveau rôle pour vous ? C'est quoi votre métier ? C'est quoi d'être patron des rédactions ? C'est de mettre en valeur le travail de toute une rédaction de plus de 400 journalistes, mettre en valeur le travail des éditions départementales, de mettre en valeur le travail de journalistes qui ne sont pas uniquement d'ailleurs au service de ce journal dont vous saluez les chiffres. C'est plus qu'un journal aujourd'hui, Le Parisien. C'est tout un écosystème. Ce sont des podcasts, c'est de la vidéo. On n'a pas parlé de la vidéo, mais c'est 150 millions de vidéos vues par mois. Le Parisien, c'est une application, ce sont des éditions départementales. On a plus d'une centaine de journalistes dans les éditions départementales. Voilà, c'est ça mon travail, c'est d'être ce chef d'orchestre et parfois, effectivement, d'aller faire une interview, comme vous l'avez souligné, celle du président Macron ce week-end. Alors, tiens, puisque vous en parlez, je vais enchaîner. Vous étiez avec le président de la République dans l'avion pour la grande interview qui fut publiée ce dimanche dans Le Parisien. Racontez-nous les coulisses, comment vous avez décroché cet entretien, comment vous avez réussi à être dans l'avion ? Déjà, c'est pas donné à tous. Alors non, c'est pas donné à tous. On était même assez fiers avec David Doucan, le chef du service politique. Ça fait c'est plusieurs semaines d'abord qu'on est tous les jours râlé auprès de l'Élysée en disant on veut une interview d'Emmanuel Macron. Il y a des choses à dire en cette rentrée. Et puis on s'est dit qu'il fallait à un moment donné qu'il nous reçoive chez lui d'une certaine manière. Donc dans cet avion, c'était à l'occasion de la visite d'État aux États-Unis, deuxième visite d'État d'Emmanuel Macron. C'était l'occasion de faire ça dans une sorte de bulle, vous voyez, qui ne soit ni à l'Élysée avec des conseillers dans tous les sens, ni chez nous aux Parisiens. C'était dans cet avion. Je comprends très très bien votre intérêt. Tous les journaux demandent des interviews de Macron. Ouais. Ma question était, comment avez-vous réussi à faire en sorte qu'il accepte ? Alors ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Je ne sais pas. Il a un nouveau patron de la communication, Frédéric Michel. On a été, disons-le, assez persuasif avec David Doucan. On lui a expliqué les enjeux de cette interview, le fait qu'on aurait du temps, qu'il serait détendu. Vous l'avez vu sur les photos qu'on a publiées d'ailleurs. Il est en jean et avec une espèce de sweatshirt de la French Tech. Entre Washington et la Nouvelle-Orléans, c'était un moment assez privilégié, je dois le dire, où on a pu réaliser cette interview à bord de la 330 présidentielle. Et comment vous en êtes arrivé à parler foot ? Alors, à la toute fin, on se pose sur le tarmac de la Nouvelle-Orléans et on dit « Monsieur le Président, il y a juste une dernière question ». On a abordé quand même des thèmes sérieux, plus que sérieux. On a parlé de l'Ukraine, on a parlé des relations franco-américaines, etc. Et puis il y a ce match qui arrive demain, Monsieur le Président, France-Pologne, c'est important. On sait que vous êtes un amateur de football. Allez, juste pour rire, un pronostic. Et là, il ne s'est plus arrêté. Là, pendant 5 minutes, on avait atterri, le gouverneur de Louisiane attendait sur le tarmac et il était en train de nous faire le pronostic à ce moment-là. Je me trompe ou il donne même le score ? Il donne le score. Il donne 3-1. Il donne Giroud, Mbappé. Et Lewandowski pour la Pologne. Lewandowski qui a marqué au deuxième penalty à la 94e minute. Voilà. Alors, vous avez été nommé directeur des rédactions du Parisien aujourd'hui en France le 1er septembre. Est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan au bout de 3 mois ? Quels sont les changements que vous avez opérés depuis votre arrivée ? Parce qu'il y en a, ils sont même déjà sensibles dans les pages. Alors dans les pages, d'abord, nouvelle maquette, effectivement. Vous allez me dire plus lisible. Je dis, me dites pas qu'elle est plus claire et plus lisible avec une plus grande place donnée à l'image, parce que c'est ce que j'entends depuis 30 ans, donc je peux plus entendre ça. Alors, elle est plus claire, elle est plus lisible, et il y a une plus grande place donnée à l'infographie, à l'image, à l'illustration, c'est important. Non, c'était surtout pour nous, grâce à un nouveau directeur de création, Florent Guerlain, qui a magnifiquement travaillé depuis la rentrée, l'occasion d'avoir une unité
Entre tous nos supports, tout à l'heure je disais que le Parisien n'était pas qu'un support papier, c'est aussi un site internet, ce sont des applications, ce sont des podcasts, ce sont des vidéos. Voilà, c'est tout un univers. Il fallait que dans chacun de ces univers, on retrouve la marque, la patte, le Parisien, et c'est ça qu'on a réussi à faire. La même typo partout, la même charte graphique La même typo, la même charte graphique, les mêmes repères pour que nos fidèles lecteurs, internautes, etc. voient tout de suite cette espèce d'ambiance. Comme il y a une ambiance sonore quand on écoute Europe 1, moi quand je branche ma radio, je sais que je suis sur Europe 1. Je ne sais pas comment vous faites, mais je sais que je suis chez vous. Et là voilà, c'est pour ça, je rappelle, il y a une dizaine d'années, c'est pour ça que Google avait changé sa typo. C'était pour que les gens qui regardaient Google sur un téléphone portable trouvaient les lettres trop petites. Et donc, ils ont changé toutes les lettres. C'est pour ça qu'elles sont devenues si grosses sur l'ordinateur. Autre changement notable, vous avez mis en place dans les pages du Parisien un nouveau, et aujourd'hui en France, un nouveau service baptisé Futur. Expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce que ça change, ce changement de vocable? Alors ça, c'est quelque chose auquel je tenais tout particulièrement. Service Futur, c'est un service dans lequel j'ai regroupé des matières comme la science, la high-tech, toutes ces notions dont on entend parler sans cesse, qui sont de la crypto, les NFT, tout ce que m'expliquent mes enfants, mais auquel moi je ne comprends pas forcément grand-chose, la planète, l'environnement, la médecine. Je dis futur, bon, c'est les futurs au pluriel, c'est un service qui est baptisé les futurs, et quand je dis remettre de la science dans tout ça, c'est parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. La médecine, par exemple, on l'a vu au moment du débat sur la vaccination, des débats comme ça qui sont importants. La médecine, c'est pas une affaire d'opinion. La médecine, c'est une affaire de science. La médecine, c'est pas une affaire de j'y crois pas. Là, on est vacciné, on n'est pas vacciné, c'est pas la même chose. Et il m'a semblé que cette notion de science devait irriguer toutes ces matières-là, que sont la planète. Sur la planète, c'est de la même manière. Moi, quand j'écoute quelqu'un comme Jean Covici, par exemple, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui sait des choses. Il faut accepter pour nous, journalistes, de dire on ne sait pas, et on va faire confiance aux scientifiques. Je vais dire qui est Jean Covici, c'est un type extraordinaire qu'on a reçu ici, c'est un ingénieur polytechnicien, et ce qu'il a fait est connu dans le monde entier. C'est lui qui a inventé le concept de bilan carbone. Exactement. Et c'est lui qui vous explique que, par exemple, si vous remplacez une voiture à moteur explosion par une voiture électrique, évidemment que la voiture électrique pollue moins que la voiture explosion, mais pour fabriquer la voiture électrique, parfois il faut dépenser beaucoup de CO2, et l'avantage est moins grand qu'il n'y paraît. Voici un des exemples. Et c'est ça ce que vous voulez faire, remettre l'info avant l'idéologie. Alors c'est exactement ça. L'info, c'est une manière aussi, d'autres rédactions ou d'autres supports font du fact-checking, c'est-à-dire la vérification d'infos qui sont données. Moi, je préfère donner de l'information à la base, disons-le comme ça. À l'heure où on lit tellement de choses, et disons-le, on est entre nous, tellement d'idioties parfois sur des réseaux sociaux, à l'heure où on voit aussi que je souris, pas seulement sur les réseaux sociaux. Bruno Donnet en relève des énormités, même dans les JT, même dans les journaux sérieux. Je reste sur les réseaux sociaux qui sont de moins en moins bien modérés, et on voit que Twitter aujourd'hui va pas vers une formidable modération. À cette heure-là, où on a le sentiment que tout se vaut bien, non, tout ne se vaut pas. Toutes les paroles ne se valent pas, tous les avis ne se valent pas, et il m'a semblé que c'était évident de devoir remettre de la science. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Eh bien, j'ai besoin de scientifiques, j'ai besoin de gens qui savent, j'ai besoin de... Voilà. Vous savez, c'est le concept d'Étienne Klein, l'ultra-crépidarianisme, qui dit il y a des gens qui pensent qu'ils savent et qui ont des avis sur tout. Ben non, moi, j'ai pas des avis sur tout, et j'ai besoin de gens qui savent les choses à ma place. On avait consacré une émission à l'ultra-crépidarianisme. Ce sont des gens qui sont compétents. On a tous le droit d'être compétents, mais qui donnent leur avis sur un domaine sur lequel ils n'ont aucune compétence. C'est exactement ça. Je me souviens de cardiologues qui donnaient leur avis sur les vaccins. Qu'est-ce qu'ils y connaissent? Ils sont médecins, mais ils ne sont pas spécialistes de vaccins. On est bien d'accord. Tiens, le service santé, vous l'avez appelé service médecine. Pour quelle raison? De la même manière. La santé, aujourd'hui, il y a 1000 manières de voir la santé. Le bien-être, le sport, c'est de la santé, tout ça. Ce qu'on mange, c'est de la santé. Le mettre de la crème solaire l'été, c'est de la santé. Mais à un moment donné, savoir qu'il faut mettre de la crème solaire pour aller au soleil sur la plage du 50 les premiers jours,
Oui, d'accord, mais c'est pas là-dessus que... Et je vais vous le dire, je le savais. Bon, ben voilà, Je vous approuve. vous le saviez, et donc c'est pas là-dessus qu'on fera la différence. En revanche, de la médecine, oui. Beaucoup de choses à dire avec vous, je sens qu'on va vous réinviter. Le Parisien fait son entrée au capital d'une société de production, pas n'importe laquelle, Studio Fact. Pour quelle raison et pourquoi investir dans la prod télé? Alors ça, c'est une des raisons qui ça nous a semblé évident, et sous l'impulsion de Sophie Gourmelin, la directrice générale du Parisien, c'est de devoir se diversifier. On le dit, on est un journal, mais on n'est pas qu'un journal. On est venu nous voir en nous disant, voilà, on est une société de production, Studio Fact, on produit des documentaires issus d'histoires du réel, inspirés du réel. Vous êtes le Parisien, vous savez merveilleusement raconter des histoires du réel, des faits divers notamment. Et donc on a commencé en un an, là, cette dernière année, à travailler avec eux, à faire du complément d'enquête, des enquêtes exclusives, des envoyés spéciales pour nos confrères de France Télévisions, par exemple. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais tiens, en fait, pourquoi on n'irait pas un peu plus loin? Et donc, on a conclu, on a racheté 30% la semaine dernière, ça s'est conclu la semaine dernière avec Sophie Gourmelin et Pierre Louette, 30% de la société. Et on va développer ensemble, plus encore, la production de documentaires. Et, petit scoop, mais je reviendrai vous en parler, c'est promis, on va se lancer même dans la fiction, inspirée du réel. Dernière question, 30%, peut-être un jour 51? On est déjà à 30, c'est bien déjà. Est-ce qu'un jour 51? 30, chaque année suffit sa peine. Merci beaucoup Nicolas Charbonneau. Je rappelle, vous êtes le directeur des directions du Parisien aujourd'hui en France. Et aujourd'hui, la une du Parisien, c'est un sujet dont on parle très très peu, violences faites aux femmes. Ça commence dès l'adolescence. Il y a presque des viols conjugaux pour des couples de gamins. De nos ados et les filles, nos filles qui effectivement sont victimes de violences dès l'âge de 14 ans. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, je me dépêche pour dire que c'est l'émission Culte Groland qui fête ses 30 ans. On est que Delépine et Kerverne. À tout de suite sur Europe 1.